Cet homme met à peine 3 minutes pour traverser la France métropolitaine. 92 minutes pour parcourir le monde. Cet homme porte sur les choses un regard qu'environ 500 personnes dans l'histoire de l'humanité peuvent porter. 500 astronautes. En 2 missions, Thomas Pesquet a vécu plus d'1 an dans la Station spatiale internationale et observé notre planète. Il en a pris 245 000 photos. Elle montre la Terre telle qu'elle resplendit. Telle qu'elle respire, telle que les humains la transforment. Elle montre aussi le territoire français. Seulement 0,5% des terres émergées de la planète, mais réparties entre 3 mers et 3 océans. Depuis l'ISS, Thomas Pesquet embrasse tout d'un seul regard. Il n'y a plus de frontières, plus de querelles entre les hommes, juste une planète flottant dans le vide de l'espace. On peut vraiment regarder d'un côté à l'autre de la Terre, on peut voir tout ce qui s'y passe à une échelle globale, on peut le ressentir, on peut en faire l'expérience avec ses sens, et tout de suite ça matérialise. C'est aussi la réalisation que il y a cette espèce de finitude. En fait, d'ailleurs, le symbole du rond, de la boule, c'est exactement ça. Tout est concentré en un lieu, tout est ensemble sur cette forme un peu symbolique, et puis il n'y a rien d'autre autour. Il n'y a pas d'autre endroit où aller, c'est le seul endroit qu'on a. Depuis l'espace, Thomas Pesquet a vu et ressenti ce que l'on ne peut ni voir ni ressentir. Tout est lié, imbriqué. Il n'y a rien qui ne dépend pas du reste. Et sur notre territoire, au sommet de la canopée, trop bien, je l'aime bien cette arbre, tu vois. Au fond des crevasses, sympa quand même de descendre dans le glacier là comme ça. Au cœur des champs de sa famille. Ton grand-père, papa disait, un vinasse vaut 2 arrosages. Ah, c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Thomas fait donc ce lien, tisse les connexions entre le global et le local, entre l'infiniment grand et le tout petit. Sous ses yeux, la Terre et la France apparaissent alors différemment. Dragon is ready. 30 seconds to go until launch. T-minus 15 seconds. 23 avril 2021. Quelques secondes avant le décollage. Il n'y a plus rien à faire, juste attendre. Le
décollage, c'est extrêmement physique. C'est le tour de manège, c'est l'accélération, on est sur un missile, ça vibre un peu de partout. Il y a énormément de choses à suivre sur l'écran, mais on est écrasé dans le siège, on subit l'enchaînement des étages de la fusée. En fait, on a l'impression que ça freine très fort et ensuite ça réaccélère très très fort. Et puis, on arrive en orbite et là, tout s'arrête. On est en apesanteur, tout flotte, il n'y a plus de bruit. On est un peu dans du coton, dans un rêve. Okay, copy all. Thanks for those words and reminder about the timer. Thanks. Et puis on organise notre approche de la station spatiale. C'est grand comme un terrain de foot en fait, faut imaginer, c'est le Stade de France. Enfin, je sais pas, c'est un truc immense. Je voyais les panneaux solaires qui commençaient à arriver parce qu'on se rapprochait. Et là, j'étais dans un film, j'étais dans Star Wars, parce que c'est vraiment ça, parce que la scène où les petits vaisseaux arrivent sur cette espèce d'énorme truc et technologique, où ils vont venir se poser en plein ciel, c'est exactement ça qu'on fait. Depuis plus de 20 ans, la Station spatiale internationale est le plus extraordinaire vaisseau pour regarder notre planète. L'ISS est un labyrinthe de 900 mètres cubes où tout est ordonné de façon à la fois précise et complexe, où l'impesanteur abolit les notions de haut et de bas. Le plus fou des laboratoires conçus par l'humain. Et ici se trouve donc le plus incroyable poste d'observation de notre planète. L'endroit préféré des astronautes, la Cupola. Car partir dans l'espace, c'est d'abord aller à la rencontre de la Terre. C'est là qu'on se rend compte qu'on est super haut, c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment sorti de cette zone de confort, que pour la première fois, on se retrouve vraiment très très loin de ce truc qui nous donne la vie. Vraiment, la sensation, c'est physiquement un petit, une respiration comme ça. Et puis après, on s'absorbe un petit peu plus dans la contemplation et on se dit oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Et la première chose qui lui saute aux yeux dans la Cupola, c'est que la Terre est véritablement une planète bleue. La mer est partout. Parfois, Thomas ne distingue aucune terre à l'horizon. Il est comme un marin au milieu des océans. Ah ouais, t'as déjà viré là? Ouais, ça vire là. Eh, ça c'est du virement, hein. Thomas, si tu veux le défier, tu lui dis qu'il pourra pas faire mieux. Et alors là, à mon avis, c'est mort. Pas mieux que Thomas. Ah, Non, c'est non, ça. que lui. Thomas Pesquet, l'astronaute, et Thomas Coville, le navigateur, connaissent, éprouvent la dimension de la Terre. L'un en fait le tour en 92 minutes dans la Station spatiale internationale. L'autre en moins de 50 jours, seulement poussé par la force du vent. J'ai énormément d'admiration pour les navigateurs parce qu'on a vécu des choses qui sont un peu incommunicables, qui sont difficiles à partager. Et puis se retrouver en peu de mots, de voir en peu de regards que en fait, on a ce truc en commun. Il y a vraiment une camaraderie qui se crée. Je trouve que la mer, c'est l'inconnu, c'est la liberté, c'est vraiment un espace qui fait rêver. Moi, je comprends que les gens aient envie de traverser la mer en bateau. Moi, je comprends. C'est les mêmes principes qui nous animent, nous, dans l'espace. C'est la suite logique de ce qui se fait sur la surface de la mer que nous, on a projeté dans l'espace. Non? Ouais, c'est bon, c'est bon. On peut y aller à bloc. Quand tu es dans l'espace, est-ce que tu as conscience que nous, on n'a pas quand on est terrien, que l'océan représente 70,8% de la planète? Alors, en partant, tu l'as pas parce qu'on est tous un peu biaisés par nos cartes et la manière dont on se représente vraiment la Terre, parce que c'est un truc d'humain. Mais tu l'acquiers très très rapidement parce que dès que tu mets le nez à la fenêtre, tu vois du bleu.
Moi, le premier truc que j'ai vu quand j'ai décollé de nuit, mon premier décollage, 3h du mat, on part, t'es sous la coiffe de la fusée, donc t'es vraiment aveugle, enfin t'as tes instruments. Hop, la coiffe, bam, s'éjecte, je regarde dehors, je me tends un peu le cou, il n'y a rien parce que t'es de nuit, et puis tu vois ton premier lever de soleil, hop, c'est vraiment l'horizon, et après, on est au-dessus du Pacifique, on était parti de Russie, et là on traverse, on tire un peu vers l'est à 45 degrés, on traverse le Pacifique Nord, et du coup, vraiment, il a commencé à faire jour au-dessus du Pacifique. Le premier truc que j'ai vu de la planète, c'était de l'eau, des petits nuages. Et je cherchais la Terre. Je me disais, attends, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai essayé de reconnaître quelque chose, donc je cherchais une Terre, tu vois, un repère. Et je me rappelle, sur ma dock de bord, on avait encore la dock papier, j'ai vu une île. La première île que j'ai vue, je l'ai dessinée. Je l'ai dessinée sur ma dock en papier avec mon petit crayon, là, pour me dire, après, je vais aller reprendre une carte et je vais trouver ce que c'est ce truc que j'ai vu pour la première fois. Évidemment, j'ai jamais retrouvé, mais c'est marrant ce rapport qu'on avait, même de se retrouver. Je me suis retrouvé dans l'espace, mais en mer à la fois. Tu vois, c'est quand même sympa. Découvrir une île au milieu de l'océan, là, c'est un truc, c'est une rencontre, quoi. Ouais. C'est une rencontre. Chose est là, mais là, t'arrives, t'es en plein océan Indien et tu vois la silhouette des Kerguelen. Mais à un moment donné, tu as une émotion, tu rencontres la planète. Tu rencontres un endroit qui est tellement insolite et qui est tellement unique que tu as un choc comme si tu avais vu la planète pour la première fois. Ouais. Finalement, pour moi, quand je ferme les yeux et que je pense à la planète, je pense à ça. Les Kerguelen. Thomas les a croisés aussi lors de sa première mission. Surgis des nuages au sud de l'océan Indien. L'une des terres françaises les plus isolées qui soit, la plus australe. On dit souvent que la France est un hexagone. Mais elle est un archipel. Et si la France est le seul pays au monde à être présent dans 3 océans, c'est grâce à ces îles. Thomas les cherche souvent du regard lorsqu'il vole au-dessus de la planète. L'île de la Réunion, où se trouve l'un des volcans les plus actifs du monde, le Piton de la Fournaise. Mayotte, qui a vu un volcan surgir sous l'eau au large de petites terres, au profil de statues lorsqu'on la regarde depuis l'espace. La Guadeloupe est un papillon volant sur l'Atlantique. Et la presqu'île de la Caravelle en Martinique a des airs d'hippocampe. La France, le territoire français, c'est un bon cas d'école pour la photo depuis la station spatiale. Parce qu'on se rend compte qu'il y en a des petits morceaux un peu partout quand même. Et moi, je me suis trouvé à essayer de prendre la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Kerguelen, la Nouvelle-Calédonie. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'il y en a absolument partout. Et c'était drôle parce que c'était un peu une prise de conscience pour moi et pour mes collègues aussi. Je leur montrais... et ils ne savaient pas, en fait, ils n'avaient pas conscience, qu'ils soient américains ou russes ou japonais, que, que dans les Antilles, c'était la France aussi, et que, dans le Pacifique, il y avait des endroits où c'était la France, que dans l'océan Indien, il y a des endroits où c'était la France. Les îles offrent à la France le 2e domaine maritime mondial, et la plus grande partie vient des îles Pacifiques. La Nouvelle-Calédonie, bordée par la plus importante barre récifale du monde, après la grande barrière de corail australienne. L'immense archipel polynésien et ses 118 îles étalées sur un territoire grand comme l'Europe, où les îles montagneuses se mêlent aux atolls. Les récifs coralliens et les lagons définissent ces territoires. Le corail, le seul animal visible depuis l'espace. C'est quand même spécial de voir la vie vraiment depuis l'espace. Donc là, voir la vie directement, sans filtre un peu depuis la station spatiale, c'est quand même assez spécial. Ouais. Le corail est un organisme fascinant. La symbiose entre un animal et une algue. Un organisme capable de se développer sur plusieurs centaines de kilomètres.
les coraux sont un des joyaux de la nature. Ils forment les récifs qui sont aux océans ce que sont les forêts tropicales au continent. Un lieu où la vie foisonne. Un quart de la faune et de la flore marine mondiale en dépend. Mais les coraux sont très sensibles aux variations de température. Le recouvrement corallien a ainsi diminué dans un tiers des sites suivis dans l'outre-mer français. Ils sont en danger, et la vie qu'ils accueillent également. Autour des îles, les récifs coralliens forment les lagons. Et dans le lagon de Tahiti, un jeune biologiste polynésien a trouvé une espèce extraordinaire. Je vais dans l'eau depuis l'âge facile de 3 ans, même plus tôt. Le temps que j'ai passé avec mon père sous l'eau, c'est vraiment ce qui a déclenché chez moi l'envie de mieux comprendre ce qui se passe dans nos lagons. Et à force d'observer son lagon, VTA a découvert la seule espèce de corail qui pond de jour. Une pente diurne, c'est exceptionnel. La plupart des coraux vont pondre de nuit. On connaît que très peu d'espèces qui vont pondre de jour en fait. Grâce à des années d'observation, on a pu découvrir que ce phénomène de ponte en fait était synchronisé précisément 5 jours après la pleine lune, à partir du mois d'octobre. Et précisément entre 6h30 et 7h, cette espèce de corail va pondre sur plus de 11 îles différentes en Polynésie française, et que ça se passe exactement le même jour et quasiment à la même heure, à quelques minutes près. Par contre, pourquoi entre 6h30 et 7h? Pourquoi cette heure très précise en fait? Et ça, on comprend pas encore. Aujourd'hui, on sait que les coraux sont en danger face au changement climatique. Cette espèce de corail, il va être très résistant à la hausse de température. Il va pas blanchir comme les autres. Il va être aussi très résistant aux UV. Donc tu peux les retrouver dans 10 cm d'eau, ça lui pose aucun souci. Et à la fois, tu peux le retrouver à moins 80 mètres de profondeur. Et sa grosse force, c'est qu'il va en fait adapter sa morphologie en fonction des habitats. Mais elle a aussi une autre particularité, c'est qu'elle peut aussi se bouturer. Tu peux, un bout cassé de cette espèce, tu peux le remettre ailleurs, il va repartir. Cette espèce de corail apporte un peu d'espoir, pour la résilience de nos lagons en tout cas. Cet espoir est aussi notre responsabilité. Grâce à nos récifs coralliens, la France abrite 10% de la diversité mondiale des espèces marines. Depuis l'espace, notre planète bleue se révèle aux yeux des astronautes. Il n'y a plus de nom d'océan, plus de nom de mer. Il n'y a plus de Pacifique, d'Indien, d'Atlantique. Tout est relié. Les mêmes phénomènes se jouent partout. Des arabesques, des méandres, des volutes composent des tableaux féeriques. C'est le bloom des diatomées. On ne les voit pas lorsque l'on nage dans l'eau, phytoplancton invisible à nos yeux. Mais ils sont la base de la chaîne alimentaire marine. Et en captant l'énergie du soleil, ils fabriquent un quart de l'oxygène sur Terre. Depuis l'espace, les blooms éclatent donc aux yeux des astronautes. Mais un autre phénomène majeur est plus difficile à cerner. La montée du niveau de la mer.
La montée des eaux, c'est un phénomène lent et progressif en fait sur plusieurs années. Donc c'est pas quelque chose dont on peut prendre une photo spot depuis la station. Ce qu'on voit sur le temps long, c'est un changement des formes de côtes, ça c'est certain. Et puis on voit des territoires qui sont aux premières loges. Hein. Moi, j'ai pris beaucoup de photos des Maldives. Le moins de centimètres carrés quasiment est utilisé pour de l'habitation humaine. Donc si la surface de l'atoll se réduit, évidemment, ça va très mal se passer. Si Thomas ne peut voir à l'œil nu la montée du niveau de la mer, les satellites la mettent en évidence au jour le jour. L'observation spatiale est souvent le seul moyen de saisir le fonctionnement de notre planète. 56 variables permettent de modéliser le système Terre et la moitié d'entre elles ne peuvent être documentées que par les satellites. Et depuis 30 ans, il constate donc que le niveau moyen a augmenté de 8 cm en raison de la fonte des glaces polaires et de la dilatation de l'océan sous l'effet du réchauffement. Mais cette hausse est inégalement répartie. Elle est 4 fois plus importante dans le Pacifique Sud. Et la métropole est dans la moyenne mondiale. On parle de ces territoires lointains en se disant oui, ils vont avoir des problèmes, puis on a l'impression d'être un peu déconnecté, mais c'est pas vrai. Le territoire français, il est bordé d'eau de partout. Donc de toute façon, on va être concerné de tous les côtés, que ce soit en France métropolitaine, dans les Outre-mer. Ça va nous toucher peut-être plus que d'autres. Ouais. Thomas Pesquet a grandi au pied des falaises crayeuses de la côte d'Albâtre. Un paysage unique, grandiose. Mais l'eau qui monte sape leur base. Celle qui tombe s'infiltre et pénètre la craie. Les variations de température travaillent la roche. Elle se fragilise, elle se fracture. Et les falaises s'effondrent par à-coups. Comme auprès de son ancien lycée. Là, c'est mon lycée. Il y a même les élèves qui font du sport, comme on le faisait à l'époque. Ça n'a pas beaucoup changé. En fait, la seule différence, c'est cette route qui avant passait juste là. Et maintenant, à cause du recul de la falaise, qui a été détournée en fait sur 300 mètres environ. Et malheureusement, ça risque d'arriver de plus en plus sur le littoral. Peut-être éventuellement même le lycée sera menacé un jour, on n'en est pas là, mais si les falaises continuent à reculer. C'est les falaises de mon enfance, en fait. Depuis que je suis tout petit, je les ai connues. Et ce que ça raconte, c'est que ça change à une vitesse rapide, en fait. Cette maison, elle est tombée il y a quelques années, mais juste ici, c'est là où on allait quand j'étais au lycée avec des amis, passer un peu de temps. Et c'est des terrains qui n'existent plus maintenant, qui sont tombés. Hein. Je ne sais pas si les élèves d'aujourd'hui vont encore sur la falaise. C'est peut-être un peu dangereux maintenant. En tout cas, l'ambiance est la même, il y a la mer, les mouettes, le paysage a un peu changé. Ouais. Ça fait réfléchir en fait. Hein. En 20 ans, même pas, 15 ans, on voit que les falaises reculent, mais la tendance, elle va continuer. Hein. Toutes les maisons qui sont sur le bord, là, elles sont plus ou moins menacées à court terme, court ou moyen terme. Je me rappelle, le blocos était encore debout, en fait, sur le haut. La falaise est tombée à pic. Sur la plage de Galets en dessous. Et là, aujourd'hui, on voit bien l'érosion, on voit bien cette veine qui s'est creusée, qui a emporté malheureusement le blocos et la maison. Et c'est valable ici, c'est valable un peu plus loin aussi. En fait, sur toute la façade,
C'est des choses qui arrivent régulièrement. La craie normande est façonnée par les événements climatiques. Comme tout notre littoral, d'une diversité inouïe. Des falaises calcaires ou de granit jouxtent des plages de sable et des dunes. Des baies ouvrent sur des zones humides. Des plages semblent infinies. Des estuaires invitent l'influence maritime au cœur des terres. Des façades urbanisées vivent les pieds dans l'eau. Mais en France, 20% des côtes sont concernées par ces effets combinés des flots et des intempéries. Les pluies extrêmes, les tempêtes deviennent plus fréquentes et plus fortes. Les satellites le disent, les yeux de Thomas aussi. Depuis l'ISS, il voit une 50aine d'éclairs par jour. Mais entre ces deux missions, ces phénomènes semblent s'être accrus. Et il a vu les ouragans naître dans l'Atlantique autour de l'équateur et s'abattre sur les côtes antillaises et américaines. On a vraiment conscience que là, il y a une machine de destruction qui se met en place. C'est des choses qui sont extrêmement impressionnantes à voir, mais on sent qu'il y a une puissance thermique, mécanique, c'est vraiment une usine. Ça renferme une énergie dingue, en fait. Moi, j'ai des photos où ça prend tout le hublot et même plus de la station spatiale. On voit vraiment, paf, la rotondité de la Terre, le truc prend toute l'image. Et après, quand on passe au-dessus, moi, j'ai pris des photos aussi pile dans l'œil du cyclone. Et là, on voit les murs comme ça, sur des kilomètres de haut, des murs de nuages, des kilomètres de haut qui tournent comme ça. On se rend compte de la puissance, mais c'est quand même une expérience hors du commun. La métropole se trouve pour l'instant à l'écart des risques climatiques les plus violents. Le climat y est clément, tempéré, avec des variations régionales. Mais il faut s'adapter à la multiplication de ces épisodes et à la hausse du niveau marin. Sur la côte méditerranéenne, Palavas-les-Flots est une ville test. Des outils satellites y sont développés pour modéliser les scénarios en fonction de la montée des eaux et des tempêtes. Des outils pour évaluer les risques et les décisions à prendre. Une forte tempête submergerait toute la bande sableuse, aujourd'hui urbanisée. Faut-il donc lutter ou se replier? Ou essayer d'absorber? En Camargue, à quelques kilomètres de Palavas-les-Flots, un homme, partisan de cette troisième voie, laisse la mer remodeler une partie du delta. Dans tous ces espaces que sont les deltas, en Camargue comme ailleurs, vouloir tenir, vouloir fixer, figer ces zones-là, ça peut sembler intéressant à court terme, mais c'est perdant à long terme. Et c'est là où rendre cet espace de liberté, faire confiance à la nature, utiliser les forces de la nature, ça me semble être une voie intéressante. L'idée est que ces zones autrefois vouées à la production de sel puissent aujourd'hui jouer pleinement un rôle d'amortisseur climatique.
Les deltas sont mouvants, instables. Et pour Jean Jalbert, plus que les ouvrages des hommes, c'est la nature qui fabrique les protections dont nous avons besoin. Il a donc rendu 6500 des 150 000 hectares de la Camargue au mouvement naturel de l'eau. La Camargue est comme posée sur la mer. Un espace mi-naturel, mi-artificiel, particulièrement sensible à la montée du niveau marin. Un espace que les hommes ont toujours cherché à maîtriser en érigeant des digues et des canaux. Pour produire aujourd'hui du sel, du riz ou du vin. Mais dans ces 6500 hectares rendus aux seules interactions naturelles, la mer commence à remodeler le paysage et crée des barrières de sable. On a une opportunité assez unique ici sur plusieurs milliers d'hectares, sans mettre à mal la sécurité des personnes. On a l'opportunité de laisser la main à la nature. Que ce sable qui partait au large, aujourd'hui revienne en Camargue. Que demain des dunes puissent s'y édifier, une biodiversité, des plantes y prennent racine, et que ça soit des remparts qui auront la capacité à lutter, à amoindrir l'effet des tempêtes de demain. Je ne vois pas d'autre choix. On doit se reconnecter à la nature, on doit se réconcilier à la nature. Et c'est là qui est la beauté de la chose, c'est qu'on doit réinventer une nouvelle façon d'exister avec la nature. Il me semble que dans les années qui viennent, il va falloir qu'on ne renonce pas à exploiter ce territoire, mais qu'on laisse un espace de liberté pour la nature qui nous rendra des services éminents. Et les services que nous rendent les zones humides sont immenses. Elles stockent temporairement l'eau durant les crues. Elles agissent comme des éponges, absorbant le trop-plein, libérant le trop-peu quand la sécheresse gagne. Elles sont aussi les reins de la nature. Elles filtrent, elles épurent, dépolluent. Ce sont des environnements immensément riches. La vie y foisonne. La Camargue est l'une des zones humides les plus vastes d'Europe. Le premier site de France d'hivernage pour les 120 000 oiseaux qui viennent s'y réfugier chaque saison. Thomas les imaginait-il lorsqu'il photographiait la Camargue, attiré par le contraste des couleurs, le vert des marais et des champs, le bleu du Rhône et de la Méditerranée, le rose des salins. La nature nous rend des services inestimables, dont on peine à prendre conscience sur Terre, mais qui résonnent fortement pour chacun des astronautes ayant séjourné dans l'espace. La station spatiale, c'est une planète en miniature avec tout ce que ça implique de fantastique, de merveilleux, de magique un petit peu, mais aussi avec tout ça, tout ce que ça implique de très prosaïque en fait. Il faut faire marcher la machine, il faut toutes ces fonctions qui sont assurées un peu toutes seules sur Terre gratuitement. L'oxygène se génère tout seul par la photosynthèse, par la végétation, que le CO2 soit absorbé, que la température soit régulée. Et tout ça, nous, on a besoin de le réaliser nous-mêmes. Mais c'est les mêmes fonctions, en fait. Toutes les fonctions de base d'un vaisseau spatial sont assurées pour nous. Mais d'avoir à le faire soi-même, d'avoir à gérer la vie, de pouvoir permettre la vie dans l'espace et de le faire nous-mêmes, on se rend compte de la difficulté de tout ça. L'ISS est une oasis dans le vide spatial, comme la Terre. Elle rend possible la vie dans un milieu qui ne la permet pas. L'espace est hostile. La pression y est nulle. Les radiations, les rayonnements et les variations de température y sont extrêmes. La température passe de plus 150 à moins 150 degrés en quelques minutes. Cette sensation de notre propre fragilité
n'est jamais aussi forte que lors d'une sortie de la station. Copy, good buddy check. I'll just take a baseline half check from you and then we can get to translate. Copy, dry half. With that, Noah, you're right, you can translate to P1, so we're looking for base 12. On a peur, hein, très clairement. C'est pas une peur bloquante, paralysante, mais c'est quand même de la peur. Ça veut dire que l'intensité augmente, que le risque est présent, qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que là, pour le coup, chaque maladresse, erreur peut avoir des conséquences un peu dramatiques. Tout devient très intense, en fait. Donc, on va vraiment à l'essentiel. On essaie vraiment d'être efficace. Donc, il y a cette espèce d'intensité générale qui empêche un peu la réalisation de ce qui est en train de se passer, parce que quand même, on est en train de se suspendre à 400 km, accroché à un gros objet qui va à 28 000 km/h, avec en dessous la Terre à des altitudes qui sont quand même pas habituelles. Thomas est sorti 6 fois dans l'espace, 40 heures en tout. Il a remplacé des batteries, posé des panneaux solaires. Tout son être focalisé sur sa mission et une petite part de lui-même suspendue à l'incroyable moment d'évoluer dans le vide spatial. C'est du risque, mais c'est pas linéaire en fait. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où on est bien accroché, clac, on met une longe ou deux, on travaille pendant 1 heure au même endroit, on installe un équipement, tout ça va bien. Et puis après, il y a des endroits où tiens, il faut atteindre un endroit sur la station où il n'y a pas tellement de rails pour s'accrocher ou de poignées. Et donc là, le stress monte beaucoup. Mais surtout, en fait, le moment où on se rend compte de tout ça, c'est quand on rentre à l'intérieur. Parce que quand on rentre, on est fatigué, on est vidé, en fait. Et il y a cette odeur du vide spatial et cette odeur des températures extrêmes, en fait, une espèce d'odeur de pas de brûlé, mais d'extrême chaleur, que nous, on sent pas depuis l'intérieur du scaphandre, parce qu'on est protégé, mais quand tu rentres avec ce scaphandre dans la station, tu enlèves ton casque, là, tu sens, en fait, tout ça. Et là, tu as l'impression que tu t'es exposé à ce danger-là. Je pense que c'est comme des pompiers qui rentrent du feu, ou c'est ce même genre de sensation. En rentrant, moi j'en ai rêvé. Il fallait bien que je m'accroche. En fait, j'étais dans ma cabine, j'étais bien accroché, j'avais pas tombé, mais je me réveillais en me disant est-ce que je suis bien accroché. Donc quand même si on est tous assez calmes, même si on a du mal à se laisser impressionner, quand même, on voit bien que dans les couches profondes du cerveau, il se passe des choses quand même. Que s'y passe-t-il justement ? Comment réagit-il à l'exposition à ce danger ? Tellement éloigné de ce qui fait de nous des terriens. Car c'est ce que nous sommes avant tout, des terriens, jamais exposés au vide spatial. Nous ne nous en apercevons pas, nous ne le ressentons même pas, mais nous sommes protégés en permanence, choyés. La Terre, elle luit dans le bleu. Si on regarde l'atmosphère, pas à la verticale juste en dessous de nous, mais sur le côté, on va voir vraiment l'horizon, la rotondité de la Terre. Et là, on voit du rayonnement bleu, en fait. Et ça éclaire, ça illumine. C'est pas seulement une couleur, le bleu de la Terre, mais c'est aussi une lumière. On a l'impression que la Terre, elle est dans une bulle, et puis au-delà de la bulle, il n'y a rien du tout. Et tout ce qu'on connaît, c'est dans la bulle, en fait.
C'est vraiment une des choses les plus inquiétantes peut-être à regarder, mais parce que vraiment cette fragilité, il faut en faire l'expérience. L'atmosphère, c'est très fin par rapport aux dimensions de la Terre. 6378 km, et puis juste quelques dizaines de kilomètres, c'est rien du tout. C'est tout mince, c'est une bande extrêmement mince, hein, mais toute la vie qu'on connaît, elle est là-dedans. Nous devons la vie à ce mince bandeau. Il est pour nous ce qu'est le scaphandre pour Thomas lors de sa sortie dans l'espace. Une protection contre les rudesses du vide spatial. L'atmosphère nous protège des radiations, maintient une pression soutenable. Elle rend la vie possible en régulant la température et en stockant l'oxygène que nous respirons. Cet oxygène est produit par le processus le plus essentiel pour nous, la photosynthèse. Contre de la lumière et du gaz carbonique, les algues, les plantes et les arbres produisent ce qui est vital pour l'ensemble des êtres vivants. Mieux, les océans et les forêts nous offrent la respiration tout en capturant la moitié de nos émissions de carbone responsables du réchauffement climatique. Les forêts sont donc immensément précieuses. Et la France abrite la plus grande forêt de l'Union européenne, en Amazonie. La forêt amazonienne, c'est une zone très reconnaissable en fait de la planète. C'est du vert à du vert. On sait tout de suite où on est, mais par contre, c'est difficile d'observer des choses qui s'y passent parce que la météo fait qu'il y a toujours des petits nuages. Et donc, trouver quelque chose visuellement là-dedans, trouver une ville ou trouver sa cible, c'est un peu compliqué parce que c'est masqué par cette constellation de nuages. Mais c'est très typique de la vue depuis la station. Et pour mieux découvrir la forêt tropicale, il faut y pénétrer. L'arboriste Valentine Alt en a fait son abri quotidien. Cette forêt est une invitation. Forêt irremplaçable, comme le sont toutes les forêts équatoriales. Sur une surface équivalente à celle du Portugal, la Guyane est recouverte à 90% de forêts primaires, peuplées d'arbres immenses. Il est dingue. Il est extraordinaire. Attends, mais c'est un mastodonte. Attends, mais c'est le truc de la forêt, quoi. On n'en a pas vu comme ça, c'est le premier. Non. Il y en a vu des gros, mais là, celui-là, non, c'est vraiment le top du top. Incroyable. Rien que les contreforts, ils sont déjà à 4 mètres. Puis là-haut, ouais, on est bien à 40 mètres, je pense. A priori, c'est le plus gros Saint-Martin jaune qui a été répertorié en Guyane. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, parce qu'on ne connaît pas tous les arbres de Guyane. La masse. C'est quand même déjà une belle bête. Incroyable, il y a de quoi faire une maison dedans, quoi. Et regarde, c'est un labyrinthe, en fait, tu peux te balader. Eh ben allez, cache-cache. Tu as vu ça? C'est une vraie cavité. Ah ouais. Abri à chauve-souris, abri à ce que tu veux. Trop bien, bah, je l'aime bien cet arbre, tu vois. Ce Saint-Martin jaune donne l'illusion d'un arbre en marche. Ses racines sont comme les plis d'une robe. Un très grand arbre ne cesse jamais de lutter contre la pesanteur. Et son ancrage doit lui permettre de résister à son propre poids et à celui de la vie qui l'héberge. Mais une forêt n'est pas qu'une accumulation d'arbres. Elle est un monde complexe, avec sa propre dynamique,
ses différents étages. Tout se noue toujours autour de l'ombre et de la lumière. Dans la forêt guyanaise, seulement 1% de la lumière de la canopée atteint le sous-bois. Là, tout est sombre. Les odeurs austères. Les débris du sommet de la canopée s'accumulent. Le sous-bois est à la fois un pourrissoir et un germoir d'où les arbres vont affronter pendant des années la pénombre pour s'élever vers la lumière. Valentine invite donc Thomas dans cette quête vers les hauteurs de la canopée, à 45 mètres au-dessus du sol. Ton bloqueur de genou, tu vas venir Le bloquer au genou. exactement à quelque chose près. Voilà. Tac. Et donc ton pied va venir dans cette pédale-là. Et c'est là que je tombe. C'est là que tu vois que t'as pas encore mis toute J'ai ta pas encore tension assez de dedans. tension. Ouais. Voilà, superbe, 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 superbe. Voilà. On est parti là. Ouais, c'est parti. Ouais, ok. Vas-y, je te laisse partir un peu l'avant. C'est plus facile avec une fusée. Hein. Je te le dis moi. Je sais pas. Ah bah si. Faire chaud, non? Tu transpires comme ça à la fusée ou... Non. Ah ouais. Donc en fait, c'est tout mieux. Ah oui, là je peux te dire que je suis en pesanteur. Là je sens mon poids, tu vois. Ouais. 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 Et alors? Alors c'est moins bien. Il te plaît ton poids ou... Non, il me plaît moins bien. Il y a des moments où il t'a un peu plus Il y plu? a des moments où un peu plus, ouais. C'est vrai? Là j'aimerais bien monter, tu vois, sans avoir à tirer ça. Eh, pas mal, hein? Pas Main mal. droite, main gauche. Ça monte. Et quand on sent pas son poids, je sais pas, on est satisfait, on, Bah on se sent tout mou. on se sent bien. Bien, c'est vrai? Ouais, c'est comme des super pouvoirs, tu peux voler. Mais après la sensation, enfin, tu vois, de voir les choses de haut, j'imagine, c'est aussi un peu pour ça que tu grimpes dans les arbres, non? Il y a un côté sympa quand même. Il y a quand même un côté sympa, c'est jamais la même perspective. Ce que tu vois en bas, ce que tu imagines qu'il y a là-haut, et en fait tu arrives là-haut, c'est jamais pareil. Tout ça, en fait, quand on le regarde du bas, tu vois juste des feuilles d'en dessous. Ouais. Puis voilà, là tu vois, on a quand même déjà passé un étage ou deux étages, on va Tu dire. vois, ouais, il y a des étages quand même un Ouais, peu. Hein. ouais, il y a des étages de végétation. Là, sur un hectare de forêt, on a 150 espèces différentes. quoi. 150. Donc, Ah, c'est une biodiversité de dingue ici. de dingue, ouais. Regarde, là, on peut s'approcher, on peut commencer à toucher. Et ça, c'est quoi alors? Alors c'est quoi ça, à ton Ça, avis? c'est l'arbre ou c'est un truc qui vit sur l'arbre? Ça, c'est un clusia. Ouais. Donc, c'est un truc qui vit sur l'arbre, comme tu dis. Ça lui fait hyper. Truc qui vit sur l'arbre. C'est un autre arbre qui vit sur l'arbre. Les clusias aiment beaucoup aller squatter les arbres émergents, elles viennent en hauteur comme ça. Ouais. Et Et donc il y a toute une vie, l'arbre c'est le support de C'est toute ça. une vie, de plein de choses quoi. c'est exactement ça. Donc on a des petites lianes, on a des épiphytes, on a, tu vois, il y a différentes feuilles, comme on disait. Il y a Les plusieurs. épiphytes c'est quoi? Épiphytes, c'est les plantes qui vont se servir de l'arbre comme d'un hôte. Donc D'accord. elles vivent, elles se développent sur l'arbre sans le parasiter. Ça crée des nouvelles petites poches de vie. Les plantes épiphytes n'existent pas en Europe. En Guyane, elles sont partout, s'accrochant sur les troncs pour éviter la pénombre des sous-bois. La vie y prospère. Chaque trou d'eau dans une anfractuosité est un petit écosystème en soi. On y trouve même des grenouilles, qui vivent perchées à 25 mètres du sol. Un arbre est un hôte, un support de vie, et elle est différente à tous les étages. Le dernier de ces étages est la canopée, l'envers du décor que l'on ne soupçonne pas depuis le sous-bois. Elle est le royaume des émergents. Ils ont gagné la bataille pour la lumière, ils règnent sur la forêt. Mais j'aime bien cette vue là. Ça te plaît? Ouais, là on est bien là. Et par rapport à quand tu étais en bas, tu t'imaginais ça?
Non, écoute, parce que tu as raison, d'en bas, on voit moins la variété de feuilles, de couverts, de reliefs, etc. Une forêt en bas, c'est un peu uniforme, c'est un tronc, un tronc, un tronc, un tronc, et puis tu avances entre les troncs, quoi. Et d'ici, c'est quand même un monde un peu plus varié. La canopée est le monde aérien de la forêt tropicale, le plus foisonnant. Elle y accueille les 3/4 de sa faune. La forêt guyanaise est un temple de la biodiversité, l'une des plus riches du monde pour la faune et la flore. Les services qu'elle nous rend sont inestimables. Elle est l'une des moins fragmentées d'Amazonie et de la planète. La déforestation, c'est une des choses qui se voit le plus, qui se voit le mieux, qui se voit le plus clairement à l'œil nu, hein, quasiment. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir son plus gros appareil photo, enfin son plus gros objectif. Et ça, tu vois. T'arrives vraiment à le voir d'espace. Ah ouais, tu le vois, ouais. À certains endroits, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Des grosses. Il y a des grosses superficies. Et tu as les fleuves qui remontent, hop, les bandes de rasoir. Et après, petite ramification du fleuve, autre bande de rasoir. Et tu vois très 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 clairement. « 20% de cette forêt a disparu en 50 ans. Convertie en champ de soja ou de production de biocarburants. En pâture pour le bétail. En mine. Le phénomène s'accélère. Les satellites en témoignent. Et les yeux des astronautes témoignent, eux, de nos perceptions trompeuses. Sur Terre, on peut avoir l'impression, et c'est ça le truc, c'est que sur Terre, on peut avoir l'impression, quand on est devant la forêt, on se dit oui, mais c'est pas grave, parce que c'est infini, parce que de la forêt, il y en a à perte de vue, parce qu'on enlève ce petit bout-là, mais c'est pas grave. Parce qu'on a cette fausse impression d'infini et de dimensions qui nous dépassent sur Terre. On se rend très bien compte de la finitude et du fait que c'est pas illimité, c'est jamais infini, il n'y a rien d'infini. Et que cette déforestation, si on continue, comme plein d'autres choses sur Terre, à ce rythme-là, et dans ces intensités-là, un jour on en arrivera au bout, ou du moins dans des proportions qui sont irréversibles. Et Thomas ressent d'autant plus cette menace sur les forêts qu'il a observé des incendies comme il n'en avait jamais vus auparavant. Des méga-feux en Californie et au Canada, si puissants qu'il peut discerner les flammes à l'œil nu et les cendres atteindre la stratosphère. Des feux ininterrompus en Europe, où les foyers ne cessent de se multiplier d'un pays à l'autre. Jamais la France n'a autant brûlé qu'en 2022. Depuis l'ISS, Thomas voit donc la globalité des événements, modifie ses perceptions, comme on devrait peut-être le faire pour nos forêts de métropole. Les forêts occupent 30% du territoire. Leur surface a doublé en 2 siècles. Mais ce que l'on appelle une forêt en Europe est souvent une plantation d'arbres. Dans une forêt naturelle, les arbres poussent spontanément, vivent et meurent. Ces forêts-là sont rares. Joseph Garrigue s'occupe de l'une d'entre elles. Quand on rentre dans une forêt comme celle de l'Amazonie, tout est mélangé. En fait, il y a des jeunes arbres, des vieux arbres, des très vieux arbres, des arbres morts. Et on a une conscience, une perception instantanée de toute une vie, quoi. Et on se dit, il y a quelque chose là qui se passe, qui se passe pas dans d'autres forêts. On a une espèce de perception complètement erronée de la forêt. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait dans des forêts exploitées, c'est qu'on sort l'arbre avant qu'il soit devenu un vrai arbre, quoi. Et donc on le coupe dans sa jeunesse, même si c'est 100 ans, pour un arbre, c'est sa jeunesse. Si on fait la comparaison, par exemple, avec la population humaine, c'est comme si on se baladait dans la rue et qu'il n'y avait que des primaires, on n'aurait que des CM2.
Et donc, les forêts comme la Massane, c'est super important parce que ça donne une référence forestière. Il faut éduquer nos semblables à leur montrer ce que c'est que l'intérêt d'une vieille forêt et pourquoi il faut laisser des forêts en libre évolution. Cette hêtraie est en libre évolution. Elle n'a pas été exploitée depuis 140 ans. Elle semble anarchique au regard d'une forêt entretenue. La mort y est partout. Mais cette mort-là est source de vie. Plus vous avez de vieux arbres, plus ils sont complexes en termes d'architecture et plus vous avez d'organismes associés diversifiés. Après, l'arbre meurt, et là, c'est pareil, c'est un foisonnement de vie, parce que c'est une ressource alimentaire, il n'a plus de défense immunitaire puisqu'il est mort, et donc, en fait, il va servir de garde-manger à tout un tas d'organismes. Pour retrouver une forêt à partir de rien du tout, il faut attendre 600 ans, il faut attendre un millier d'années, quoi. Donc c'est du temps long, mais il faut ça. Le temps des hommes, c'est pas celui des forêts. Maintenant, il faut laisser des grands espaces à la nature pour retrouver toute cette biodiversité, cet équilibre qui est nécessaire pour nous. On est dépendant de cette nature, donc plus elle est diversifiée, plus elle est riche, et mieux on s'en sortira, c'est une évidence. Dans la station spatiale, on est isolé, il n'y a pas la nature, c'est fermé, c'est technologique, c'est petit. Il y a quand même une perte totale de liberté, c'est pas comme si on pouvait faire ce qu'on voulait. On fait toujours la même chose tous les jours, on est loin de ses proches. Donc il y a un côté un peu prison avec une très belle vue. Il faut pouvoir vivre dans l'ISS. Faire avec les 12 heures d'activité quotidienne découpées en tranches de 15 minutes, l'enchaînement des expériences, l'entretien de la station, les 2h30 de sport en fin d'après-midi. Le troisième quart de la mission est le plus dur, celui où le vague à l'âme s'insinue, quand l'enthousiasme du début et les sorties dans l'espace laissent place à la routine. Il reste alors la cupola, la photo et la chasse aux aurores boréales. Sous ses yeux, des scènes de science-fiction. Mais rien n'est plus commun qu'une aurore boréale, conséquence de l'action du bouclier de la Terre face à l'assaut des éruptions solaires. Dans ce troisième quart de doute et d'ennui, saisir les meilleures photos des aurores boréales est devenu un jeu pour Thomas et l'équipage. Notre planète a quelque chose de magique. Elle est incroyablement belle. Elle nous accueille, nous protège. D'un regard, Thomas éprouve son unité. Observe la longue continuité du cycle de l'eau. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On voit cette espèce de machine thermique qui fonctionne en permanence et qui respire. On peut voir le cycle de l'eau. Ce qu'on voit beaucoup depuis la station, c'est les masses nuageuses, en fait.
On voit vraiment les passages, la circulation, la manière dont ces flux en fait, sont un peu cycliques et dont ces masses d'air sont recyclées, les précipitations qui tombent à un endroit, ensuite on voit les mers, on voit les fleuves, les embouchures. On voit les nuages qui se forment, donc la plupart du temps la respiration se passe plutôt bien sans dommage. Parfois la respiration c'est des phénomènes un peu plus violents malheureusement. Cette respiration, ce cycle, cette espèce de battement de pulsation de la planète, il est partout. L'eau se crée pas ou disparaît pas, elle fait que changer d'état, changer de forme, changer d'endroit en fait, se déplacer. Le cycle de l'eau est infini. Un circuit fermé, toujours le même depuis des milliards d'années. Durant ce voyage, l'eau transite dans des réservoirs naturels. Quelques jours dans les rivières, quelques années dans les lacs, quelques centaines d'années dans la mer, quelques milliers d'années dans les glaciers. Les glaciers sont des châteaux d'eau qui naissent avec la neige. Et la neige est ce qui a fait de Maud Vanpoul une guide de haute montagne. Et du coup, ouais, la petite neige un peu fraîche, ça peut être un poil traître. Ah ouais, effectivement. Parce que voilà, dessous, ça reste de la glace. Donc on y va tranquille. Et ça regèle même pas la nuit, là, tu vois, c'est tout mou. En fait, d'habitude, au mois de juin, ça va encore. T'as encore vraiment la neige de l'hiver, du printemps. Il y a des grosses précipitations au printemps. Là, on voit déjà les crevasses qu'on voyait juste là qui s'ouvrent. D'habitude, ça s'ouvre jamais aussitôt, quoi. C'est en août. Yes. Yes. Voilà sur la terre ferme. C'est classe là ce matin avec les lumières du matin. Hein, super joli. trop bien. Et là c'est typique de cette saison-là, là, ce qu'on voit ou Non, franchement, non. Non, la montagne, on dirait qu'on est fin septembre, quoi. Ah ouais? Ouais. Ouais, moi je me rappelle pas d'une canicule aussi forte, aussi tôt, quoi. Et tu vois quoi? Qu'elle est grise, que la neige est déjà fondue, c'est ça? Ouais, là on voit que c'est tout gris, quoi. D'habitude, quand les années où il a vraiment eu des vraies précipitations l'hiver, là on a eu un hiver hyper sec aussi, avec très peu de chute de neige. Du coup, bah ça accumule pas ni dans les faces, ni sur le glacier. Ouais, voilà, c'est assez triste. Et du coup, toi, j'imagine que de l'espace, là, tu dois voir des grandes masses glaciaires, non, sur la planète. Vous arrivez à voir les masses glaciaires Himalaya, Alpes? Ouais, tu vois beaucoup, hein. Tu vois beaucoup, en fait. On survole pas l'Arctique ou l'Antarctique, donc les plus grosses qu'on voit, Himalaya, on voit dans les Alpes, en Amérique du Sud aussi, beaucoup en Patagonie, tu vois, ces glaciers-là. Moi, je me rappelle, j'avais cherché la mer de glace pour trouver Chamonix en photo, là. Ouais. C'est pas si facile que ça, parce qu'en fait, en plus, c'était l'été, c'était très gris, c'était pas très blanc.
Tu vois les glaciers qui reculent d'une mission sur l'autre. Moi, je l'ai vu, mais après, c'est Une surtout... mission sur l'autre, tu as Ouais. réussi à voir la différence. Ouais, mais alors après, tu peux pas conclure scientifiquement avec ça Non, parce que, bien sûr. tu vois, ça peut être une anomalie et après, ça revient. Puis, tu vois, la photo, c'est pas exactement la même. Je la prends un peu de côté, etc. Mais nous, on a l'œil humain, si tu veux. Mais après, tu as les satellites qui complètent ça. Et eux, ils prennent une mesure répétitive, la même, tout le temps, tous les jours, toute l'année, sur les mêmes conditions de soleil. Et là, là tu peux vraiment voir Ouais. sur les années que ça recule de partout, hein, ça c'est sûr. L'étude de photos spatiales a démontré que les 220 000 glaciers de la planète se réduisent tous, sans exception. Les glaciers alpins sont parmi ceux qui fondent le plus vite sur Terre. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que Thomas a eu du mal à voir la mer de glace depuis l'ISS. Dans le massif du Mont Blanc, les montagnes s'effritent sous l'effet du réchauffement. Et le plus célèbre, le plus étudié des glaciers de la planète, le plus grand glacier de la métropole, a perdu entre 20 et 30% de son volume depuis 40 ans. 8,5 mètres d'épaisseur sur la seule année 2022. Les glaciers ont leur vie propre. Une vie à la fois réglée et tourmentée que racontent leurs écoulements, leurs fractures, leurs crevasses. Leur histoire se lit dans leur cœur. La plongée est vertigineuse. Toujours ce petit passage là qui n'est pas le plus agréable. Parfait. Ouais. Ça va? Ouais, super. Et donc on descend les pieds au fur et à mesure. Là c'est bien, la neige elle est molle donc on n'est pas... on peut se faire des marches à chaque fois. Alors ça fait un peu des à-coups des fois avec la corde mouillée. Faut le gérer. Ça va? Ouais, nickel. Normalement t'as pas besoin de forcer sur la main droite, hein. C'est juste en backup, voilà. Trop bien. Sympa quand même de Ah, c'est descendre trop dans le bien. glacier là comme ça. Hein. Nickel. Ben voilà, tu vois les strates. Bah là on retrouve ces particules de poussière plus sombres qui correspondent à la strate correspondent à l'été, d'été. Et l'évaporation. Ouais, exactement. Et où du coup ça concentre plus de poussière dans la même couche dans une plus faible couche de glace et de neige. Ouais. Et du coup la taxe, ça correspond à un été. Certainement tout là-haut, là on voit jusqu'à la suivante qui était juste au-dessus. Un hiver, un été, un hiver, etc. Là, on voit au moins 1, Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9, 10 couches au moins là. Quelque chose comme ça. Les strates, donc c'est dur d'affirmer exactement combien d'années on a sous les pieds, mais ça remonte dans le temps. Et puis après, il y a des endroits, ils retrouvent de la glace qui a jusqu'à 10 000 ans, quoi. Ah ouais, au cœur du glacier. Ouais, vraiment profond. Plus c'est vieux, plus c'est compacté. Du coup, ça va être plus profond dans le glacier. Il y a le poids qui fait que ça se compacte, et plus c'est compacté, plus c'est dur. On a même de la glace fossile, du coup, elle est souvent très noire. Ouais. Ouais, donc ça peut aller de quelques années, tu vois, là-haut, à des milliers d'années. Ça fait un effet tampon, les glaciers, entre ce qui tombe et ce qui est retrouvé en bas. Ouais. C'est assez dingue, hein, c'est un réservoir d'eau. Stocké en eau potable, quoi. Voilà, qui sont stockés, et c'est les réservoirs de la planète en eau potable. Hein. Au printemps, en été, ils libèrent cette eau qu'ils stockent l'hiver. Les torrents se mettent alors à gronder. Ils forment les petites rivières
qui deviennent de grands fleuves. « 125 000 cours d'eau et 25 000 lacs et étangs zèbrent le territoire métropolitain. Mais quelle quantité d'eau contiennent-ils exactement? Cette question se pose pour l'ensemble de la planète. Elle est tellement pressante qu'elle est une des raisons de la fabrication de SWOT, le dernier né des 788 satellites d'observation de la Terre. Car l'eau douce est rare, précieuse. Elle ne représente que 3% de l'eau sur notre planète. Mieux vaut en prendre soin. Dans l'ISS, l'eau est recyclée quasi intégralement. La vapeur d'eau de la respiration, les urines, la transpiration, l'humidité de l'air. Tout est récupéré, nettoyé, réinjecté dans un circuit fermé. Thomas Pesquet connaît donc la rareté de l'eau. Et sa famille aussi. Au quotidien, on essaye de gérer au mieux l'eau pour nos cultures et de moins la gaspiller. Avoir un astronaute dans la famille, on est fier pour la famille. Et puis, on est très sensible à tout ce qu'il fait. Et notamment, avec notre métier enraciné dans l'agriculture, à toute la réflexion qu'il nous fait sur l'environnement. Je pense que les agriculteurs retrouvent du bon sens. Avec mes enfants qui réfléchissent un peu à une agriculture respectueuse de l'environnement, on essaye de mettre en place des pratiques sur l'exploitation qui permettent justement d'utiliser moins de pesticides et aussi de bien utiliser la ressource en eau. La ferme dans le pays de Caux est le berceau de la famille Pesquet. L'oncle de Thomas et ses fils gèrent aujourd'hui le domaine agricole. Et combien de temps que tu es venu à la ferme là? Là, ça fait, un Noël de 2000, on avait dit quoi, 2017, 18 Ouais, c'était entre les 2000. Ils réfléchissent sans cesse à leurs pratiques. Ils sont curieux de tout. Et les cultures de plantes dans la station spatiale, évidemment, les intriguent. Comment tu fais un petit peu pour faire pousser tout ça? Comment tu nourris tes plantes? Parce que nous, ici, on sait faire, mais... Sur la station, ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais, c'est clair. En fait, le premier truc, c'est que t'as rien, enfin, t'as pas de sol, quoi. Enfin, t'as pas de matière première. Donc, en fait, on a une espèce de terreau, tu vois, que t'emmènes et que tu couvres avec comme une espèce de plastique pour pas que ça aille vite, que ça flotte. Et après, pour l'arrosage, c'était branché sur le système d'eau de la station. Il y avait une alimentation en eau, il y avait un éclairage qui était automatique. Tu vois, il faisait un cycle jour-nuit. Il y a la lumière rose, tu vois, qu'on voit des fois sur les photos. Et du coup, ils essayaient de veiller en sorte que les plantes aient tout ce qu'il leur fallait. Et ça a mis 3 mois, je crois, à nous pousser les piments. Ah ouais. Et après, on a pu les récolter. Bon, ça, c'était trop chouette parce que déjà, on avait ce côté un peu verdure, tu vois, dans la station. Bon, alors, c'est dur à imaginer quand tu es ici, mais dans la station, il n'y a rien. C'est que de la technologie, c'est que du mécanique. Et d'avoir ce petit coin de nature, c'était trop marrant parce que chaque fois qu'on l'ouvrait, en fait, c'était fermé. Chaque fois qu'on l'ouvrait pour faire des petites opérations d'entretien, on nettoyait un peu les plantes. Et tout le monde venait, on se prenait en photo devant, on sentait un peu, tu vois, l'odeur de la nature. C'était trop chouette. Et à la fin, à la récolte, c'était un chouette moment, quoi. C'est mes racines, en fait. C'est la ferme de mes grands-parents. Depuis aussi longtemps que je me rappelle, en fait, ça a toujours été la famille ici. Après, c'est mon oncle. Là, mes cousins vont reprendre. Donc, c'est super que ça reste quelque chose de familial, en fait.
c'est un rapport à la terre. On vient de là, en fait. Moi, j'ai eu beau aller un peu loin, essayer d'explorer un peu tout ça, c'est d'ici que c'est parti, et puis on y revient toujours un petit peu. Moi, je reviens me ressourcer en Normandie, dans la nature. À cette marque, j'ai plein de souvenirs, c'est un lieu un peu sympa. Je me rappelle qu'avant, elle gelait en hiver, je sais pas si c'est encore le cas maintenant. Mais du moins, quand elle gelait, on allait dessus avec mes cousins, on était tout petits, hein, on était nombreux, et on allait jouer, et ça faisait criser ma grand-mère. On avait toujours peur que la glace casse et qu'on tombe, c'est pas très profond. Mais on envoyait toujours ma cousine, qui est la plus petite, au milieu pour lui dire « Oui, vas-y, va voir comment c'est, t'inquiète pas, ça vient se passer ». C'est important d'essayer de se dépasser, c'est important, moi je trouve, de découvrir, mais c'est aussi important de savoir d'où on vient et puis de savoir ce qui nous constitue et ce qui nous nourrit un petit peu. Il faut garder cette relation-là, il faut pouvoir un peu toucher du doigt ces choses-là. Et quand tu vois la planète d'un peu loin, ça te fait prendre un petit peu conscience de ça aussi. La France est une grande terre agricole. La géographie, l'histoire, les sols et les ressources en eau ont réparti les productions. Les grandes plaines céréalières, du bassin parisien, de la Beauce ou de Picardie. Les bocages berrichons ou vendéens. Les pâtures et les troupeaux dans les moyennes montagnes. Les vignobles sur les coteaux d'Alsace, de Bourgogne ou du Bordelais. Les vergers, le maraîchage, dans la vallée du Rhône, de Provence ou des plaines du Languedoc-Roussillon. La culture bio d'Occitanie, considérée comme la plus développée d'Europe. L'agriculture prélève près de la moitié de l'eau douce en France. Cette eau, notre pays en est richement pourvu comparé à de nombreux voisins, mais les canicules et les sécheresses se multiplient. Il faut donc désormais en prendre soin comme il faut aussi prendre soin de nos sols. Car tout est lié. Je crois très fortement que l'on a très intérêt à s'occuper de cette histoire de stockage de l'eau dans les sols, parce qu'on le voit bien, le climat nous secoue de plus en plus. Et un des enjeux de ces plantes, de ces alignements d'arbres, c'est maintenir l'eau sur la parcelle. L'arbre et la ligne d'herbe que l'on trouve entre les arbres sera là en fait pour arrêter l'eau et vraiment la faire pénétrer en profondeur. Dans le Gers, Pierre Pujos a commencé il y a près de 20 ans à repenser ses façons de cultiver. Il plante des arbres pour retenir l'eau, stabiliser les parcelles, accueillir des plantes et des insectes. Il introduit aussi des couverts végétaux, se passe des labours et des fertilisants. Mais invite les troupeaux dans ses propres champs pour les fertiliser. Depuis 2 décennies, il cherche à reconstituer l'écosystème du sol pour qu'il soit productif par lui-même. Il cherche à retrouver un sol vivant. Pour moi, le sol et même la matière organique des sols, c'est comme un trésor que l'on a. Et chaque fois que l'on va travailler le sol, qu'on va labourer ou qu'on va avoir une intervention, eh bien on puise dans ce capital sol, on puise dans ce trésor. Et ce qu'on a fait pendant 40 ans. Et aujourd'hui, le trésor, eh bien, il n'y en a plus. C'est-à-dire le compte en banque est vide. Et le sol n'est plus qu'un support. Sans la chimie, sans les engrais, sans les pesticides, etc., c'est compliqué de faire pousser des plantes, même on n'y arrive pas. Pour pouvoir se passer
de cette chimie, des engrais, de tous les produits phytosanitaires, etc. Et on est obligé de repasser par un sol vivant, un sol qui va fonctionner tout seul et qui va nous rendre tous les services que nous rendent finalement les engrais, enfin, de façon artificielle, quoi. Diminuer les engrais, réduire les pesticides. Ces pratiques se diffusent. Et en Bretagne, elles ont même permis à une rivière de retrouver un état perdu, l'état sauvage. Tout a commencé il y a plus de 25 ans, lorsqu'un barrage a été détruit. Le Léguer est redevenu libre. Puis les riverains, agriculteurs et particuliers ont ménagé leur sol. Les taux de nitrate ont chuté et le Léguer est redevenu sain. Et ces évolutions ont ramené une foule d'animaux. Le saumon en est l'emblème. Il peut de nouveau frayer s'il échappe à la loutre. L'animal avait quasiment disparu de France. 50 000 individus il y a un siècle, moins de 1500 dans les années 80. Elle serait environ 3000 aujourd'hui. Tranquillement, elle recolonise nos rivières. C'est une bonne nouvelle. La loutre est un indicateur très fiable de la qualité de nos eaux de surface. Elle est une sentinelle. Et son retour dans le Léguer, la preuve que la vie revient quand l'homme relâche un peu son emprise. La France, qui ne représente qu'un demi% des terres émergées de la planète, héberge pourtant 10% des espèces connues dans le monde. De nombreuses sont endémiques. Elles ne vivent nulle part ailleurs et se trouvent essentiellement dans nos terres ultramarines. Le caméléon de Mayotte, le rhinocéros de Bourbon à La Réunion, le lézard vert de Manapani, le colibri à tête bleue de Martinique ou le raton laveur de Guadeloupe. La préservation de leurs habitats est vitale pour sauvegarder cette diversité. Mais les territoires des animaux et des végétaux sont fragmentés. Et cette fragmentation n'est jamais aussi visible que depuis l'espace, la nuit. On voit la concentration des gens, on voit les réseaux qu'on s'est tissés, que ce soit des réseaux de routes, des réseaux de communication, des réseaux, tout ça c'est éclairé, c'est vraiment la toile d'araignée lumineuse ou les constellations lumineuses en fait, comme des étoiles qui se relient entre elles. C'est très joli, c'est à la fois un petit peu inquiétant aussi, on voit clairement les déséquilibres, des endroits où il n'y a personne, des endroits où il y a énormément de monde. Et puis on imagine les conséquences sur l'environnement qui vont avec. Ouais. D'ici 2050, près de 70% de l'humanité vivra en ville. En France, les 3/4 d'entre nous vivons déjà en zone urbaine. Et elle ne cesse de s'étendre.
Chaque décennie, l'équivalent d'un département disparaît sous le béton ou le bitume. Presque 10% des sols de la métropole sont artificialisés. Les équilibres sont de plus en plus fragiles. Et tous les êtres ont aussi le droit d'avoir leur place. Dans les forêts jurassiennes, le photographe naturaliste Guillaume François s'immisce dans les pas de l'un des animaux les plus fascinants de notre territoire. Donc là, on se trouve vraiment au cœur du royaume du lynx boréal. Donc c'est le territoire d'un mâle qui a 9 ans. Et il a l'habitude de venir se gîter ici, à quelques centaines de mètres. Donc on va essayer de progresser comme lui, à pas feutrer. Super discret. Exactement. Okay. Pour pouvoir mieux entendre les sons de la forêt, en fait, il suffit de mettre les mains derrière les oreilles, un peu pour s'agrandir les oreilles, comme le ferait un renard, finalement. Et en fait, on va pouvoir du coup entendre des sons qui sont beaucoup plus loin. Donc à 100 mètres, 200 mètres, parfois 300 mètres. Ah oui, c'est top. Ça fait une vraie différence. Oui, complètement. Et on va pouvoir entendre beaucoup plus de choses. On a un pinson, on vient d'entendre un pinson des arbres. Est-ce que tu entends le lynx ou il y a des sons qui, peut-être indirectement, te donnent sa présence, ou tu peux le détecter, ou comment ça marche? Ouais, c'est un animal extrêmement discret. Ouais. Mais par contre, quand il va marcher, etc., on va pas du tout l'entendre. Il va être vraiment inaudible. Les merles, les grives vont donner l'alerte. On peut sans problème imaginer son passage en forêt, et juste au son finalement qui vont être indiqués par différents oiseaux. Et quand tu dis que les oiseaux donnent l'alerte, en fait, eux, ils l'ont déjà détecté, donc ils donnent l'alerte pour qui? Pour leurs congénères, pour tout le monde? C'est quoi? C'est le système de sécurité de la forêt qui se met en place? Oui, c'est ça. Ouais. Ils vont indiquer finalement aux potentielles proies du lynx, du coup, les chevreuils, les renards, les chamois vont indiquer la présence du coup du grand prédateur. Donc ça va casser en fait son effet de surprise, parce que c'est un animal pour pouvoir capturer ses proies, il va essayer d'avancer très discrètement, le plus près possible, à la manière d'un chat finalement. Il y a comme une solidarité des animaux de la forêt en fait. Ouais, complètement. Le lynx laisse aussi des traces. Elles sont à la fois rares et très visibles pour ceux qui savent regarder. Je sais pas si tu vois là, mais... Ouais. Ici. Exactement, là, le lynx s'est passé, quoi. Il a fait ses griffes, à la manière d'un chat, il vient faire son territoire, marquer son territoire. Il y va quand même, franchement. Ah oui. Ouais, ça a beaucoup de puissance. Et puis, surtout, cette caméra... hyper bien placée. La filmer, quoi. Les lynx boréales sont entre 150 et 180 en métropole. Réintroduits ou revenus par eux-mêmes. Ils vivent essentiellement dans le massif du Jura, un peu dans les Alpes. Ils apparaissent parfois sur les caméras posées dans la forêt. Et Guillaume François est l'une des très rares personnes à les avoir vus et photographiés. Le lynx boréal est l'un des 3 grands prédateurs de France avec l'ours et le loup. Environ 8% de notre territoire est fréquenté par l'un de ces 3 animaux. Les ours restent cantonnés dans les Pyrénées. Les loups gagnent sans cesse du terrain depuis qu'ils sont réapparus dans le Mercantour. Le lynx est le plus furtif. Guillaume passe 180 jours en affût, souvent avec sa compagne, pour faire une seule rencontre. Avec Thomas, ils attendent un moment qui ne viendra certainement jamais.
à toutes les échelles, quoi. On se rend compte de cette fragile beauté du vivant et finalement de tout ce qu'on doit faire pour finalement maintenir en vie ce radeau qui est, je pense, un peu comme ça dans ce cosmos, quoi. C'est quand même incroyable, quoi, ce grain de vie, quoi, finalement. Je pense qu'on doit se rendre compte aussi de toute cette fragilité aussi depuis l'espace, parce qu'on est rien, quoi. C'est clair. Et c'est, tu vois, nous on est tout le temps en train d'alterner entre moi je trouve le téléobjectif pour nous c'est un peu un changement d'échelle, tu vois. C'est que t'as la vue globale où là t'as vraiment et on n'a jamais ça, tu vois, sur Terre, la totalité avec un début, une fin. Ça n'existe pas, parce que où qu'on soit, tout ça, à notre échelle humaine sur Terre, tout ça c'est infini. On a beau se le dire, mais là vraiment quand tu le vois à l'œil nu, et après tu vas chercher des petites touches, tu vois, au téléobjectif, tu passes de l'infiniment grand un peu à l'infiniment petit, enfin non plus local, et ça te fait vachement réfléchir, tu vois, parce que ce que tu vois dans l'ensemble, en fait c'est constitué de plein de petites, de plus petites touches de vie, de choses qui se coordonnent, de choses qui sont imbriquées, de choses qu'on met en relation. Et c'est drôle d'essayer de le saisir à la fois dans la totalité, et puis à la fois après d'aller chercher un peu de manière impressionniste par petites touches, tu vois, pour le reconstituer après. C'est ça le jeu de la photo dans la station, c'est pas tellement de trouver les cibles, c'est un peu d'alterner entre les échelles. Depuis la cupola, Thomas voit donc que tous les milieux naturels, tous les êtres vivants sont liés entre eux. La diversité assure l'équilibre. Les conditions d'existence des uns dépendent de celles des autres, les nôtres comprises. Cette réalité saute aux yeux de tous les astronautes quand ils prennent le temps de regarder la Terre. Ce n'est pas une question de nationalité ou de culture, c'est juste une évidence. Dans l'ISS, Thomas a fréquenté 20 personnes différentes. 9 Russes, 9 Américains ou Américaines, 2 Japonais. Il est devenu le premier Français à commander la station spatiale. Et il a tiré des enseignements de cette expérience des autres et de ses missions. On est tous différents, on a tous une histoire différente, on vient tous de pays qui ont des objectifs différents et une histoire différente. Mais pourtant, nous, il faut qu'on exécute la mission ensemble. Donc on a cette nécessité de bien s'entendre et il faut trouver les choses qui nous réunissent en fait. Mais une des choses dont on se rend compte, c'est qu'on ne s'appesantit jamais sur les différences et puis surtout, on essaie de se rassembler sur les choses qu'on a en commun. Et ça, je l'ai vu. And Thomas, you've been an amazing crewmate and you're going to be a superb commander. So congratulations. 1, 2, 3, Expedition 65! J'étais quand même sidéré de voir ce qu'on réalise quand on travaille ensemble, en fait. Il faut vraiment s'imaginer la taille, la difficulté de ce qu'on fait tous les jours dans l'ISS. C'est un peu le miracle permanent de ce que c'est, la difficulté extrême, de ce but qu'on s'est mis, et on y est arrivé tous ensemble. Donc, ça fait quand même réfléchir sur la capacité à travailler ensemble quand on le veut vraiment, ou quand on en a vraiment besoin, ou quand on l'a vraiment décidé. Et ça, évidemment, c'est plus facile à faire à 7 qu'à 8 milliards. Mais évidemment, on se dit que métaphoriquement, c'est ça qu'il faut faire sur Terre. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Mais si on pouvait recréer ce sens d'équipage, d'intérêt commun, de bien commun, de mission commune, ça peut nous porter très très loin. Lorsqu'il revient de l'ISS, au moment où le sas de la capsule s'ouvre, Thomas redécouvre notre Terre. Ses sens sont exacerbés. Les couleurs, les odeurs, les sons.
tout est plus fort, plus franc. C'est comme une deuxième naissance. Thomas Pesquet redevient un terrien. Mais un terrien un peu différent. Qui a vu et ressenti des choses que seules 500 personnes ont vues et ressenties. Et son regard n'est plus tout à fait le même.